L'armée régulière libanaise en difficulté dans la montagne après l'offensive des miliciens druzes de Walid Jumblat. Plusieurs positions capitales pour les soldats du président Gemayel ont été balayées au cours de l'offensive de la nuit dernière. Le président libanais s'apprêterait à annoncer des décisions historiques. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni cet après-midi pour examiner la proposition française d'envoyer des casques bleus au Liban. Claude Chesson se déclare optimiste quant aux résultats de l'initiative française. La lutte contre la drogue marque des points en France, c'est ce qu'a annoncé ce matin le secrétaire d'État à la sécurité publique. Les saisies de drogue ont augmenté de plus de 50% en 1983. Pourtant, les victimes des stupéfiants sont toujours plus nombreuses. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jamais sans doute l'expression « le guêpier libanais » ne fut plus appropriée que ce soir. Car c'est bien dans un guêpier que sont maintenant empêtrés les soldats de l'armée régulière libanaise. Ils ont été balayés la nuit dernière par les milices druzes du Parti socialiste qui ont repris plusieurs secteurs clés dans la montagne à l'est de Beyrouth. Le guêpier aussi pour le président Gemayel dont le pouvoir et le territoire se rétrécissent comme une peau de chagrin. Le président libanais qui doit annoncer des décisions qu'il qualifie lui-même d'historiques. Le guêpier enfin pour les soldats de la force multinationale. L'envoi de casques bleus chargés de prendre le relais semble en effet ce soir bien problématique après les conditions posées par les soviétiques qui disposent du droit de veto à l'ONU. Nous allons revenir sur tous ces points, mais pour commencer, la situation sur le terrain avec Philippe Rochaud. L'armée libanaise vient de subir ici l'un de ses revers les plus importants de ces dernières semaines. Elle a perdu le contrôle du carrefour stratégique de Raldé, au sud de Beyrouth, un carrefour qui contrôlait à la fois l'entrée de la montagne du Chouf, tenue par les milices druzes de Walid Jumblat, et le sud de la capitale libanaise. Malgré l'intervention de 2 chasseurs Hawker de l'armée et l'appui de l'artillerie de marine américaine qui a tiré une quarantaine d'obus, l'armée libanaise ne contrôle plus aujourd'hui qu'une seule ville dans cette montagne, Souk el-Garb. Avec une armée en partie défaite, acculée à la démission, Amin Gemayel se cherche de nouveaux alliés. Il en a trouvé en la personne de l'ancien président Frangieh, allié des Syriens et frère ennemi, puisque le parti phalangiste des Gemayel est accusé d'avoir assassiné son fils. Mais cette rencontre est le prix qu'Amin Gemayel accepte de payer pour tenter de sauver ce qui peut l'être encore. Sous la pression des Syriens, Frangieh a déjà dicté ses conditions. Le Liban doit renoncer au traité avec Israël. Frangieh, qui malgré ce baiser de paix représente l'opposition armée à Gemayel, devra lui aussi donner son accord si le Conseil de sécurité décide l'envoi des casques bleus. Alors c'est justement vers les Nations Unies que tous les regards sont tournés ce soir. Le Conseil de sécurité s'est réuni cet après-midi, à la demande de la France, pour examiner l'éventualité de l'envoi des casques bleus au Liban. Des casques bleus qui prendraient le relais de la force d'interposition. Le Conseil a été ajourné à vendredi. Vous savez qu'hier soir, Moscou a laissé entendre que les Soviétiques n'étaient pas contre le principe d'une telle mission, mais à 2 conditions, que les Américains cessent d'intervenir au Liban et qu'ils signent un engagement au terme duquel ils se retireront définitivement de la région. Des conditions qui, dans l'état actuel des choses, paraissent inacceptables pour Washington. Notre correspondant aux États-Unis, Édouard Laure, était cet après-midi dans les couloirs du Conseil de sécurité. Si l'on en croit l'animation un peu inhabituelle qui règne depuis ce matin dans les couloirs de l'ONU, c'est que le projet de résolution qui sera présenté par la France demain matin au Conseil de sécurité était encore négocié il y a quelques instants en privé entre tous les pays concernés directement ou indirectement. Dès ce matin en tout cas, l'ambassadeur français auprès des Nations Unies a été très clair en évoquant la responsabilité de chacun devant une situation à Beyrouth qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était lors de l'arrivée de la force multinationale. Mais là où les choses vont se compliquer, c'est sur le point de savoir à quel moment une force des Nations Unies viendrait relayer cette force multinationale. Après son départ, disent les Soviétiques, qui sont d'accord sur le principe, c'est un premier pas. Pas question, répondent les Américains, qui eux souhaitent laisser leur navire dans le coin. Et qui, soit dit en passant, boudent un peu de n'avoir pas été suffisamment consultés sur ce projet de résolution. Dernière question qu'il faudra tout de même bien aborder, celle de savoir qui va régler la note d'une telle opération. Là non plus, personne n'est encore d'accord. Les débats du Conseil de sécurité, la position soviétique sur le problème libanais et son attitude aux Nations Unies, ce sont quelques-uns des thèmes qui ont très certainement été abordés dans la soirée entre François Mitterrand et le vice-président américain George Bush qui vient tout juste de sortir de l'Élysée. M. Bush arrivait de Rome après avoir rencontré hier le nouveau chef du Kremlin, M. Tchernenko, à l'occasion des obsèques de Yuri Andropov. M. Bush doit tenir tout à l'heure une conférence de presse que nous suivons pour.
Je vous le disais il y a un instant, c'est à l'initiative de la France que le Conseil de sécurité a été convoqué aujourd'hui. La France qui a souhaité à plusieurs occasions, et tout récemment encore par la bouche du chef de l'État, le remplacement de la force multinationale par les casques bleus. Une façon d'impliquer la communauté internationale dans cette affaire libanaise. Et ce soir, le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, s'est déclaré plutôt optimiste quant au succès de cette initiative. Je vous dirais, ce n'est plus un secret maintenant, que la conversation avec M. Gromyko était très avancée quand il est venu en septembre et que je n'ai pratiquement parvenu à un accord lorsque je l'ai rencontré à Stockholm en janvier. Je peux en dire de même du côté de l'Américain. Mais voilà que maintenant toutes les forces sur place marquent leur désir d'avoir cette force des Nations Unies. Toutes sans exception. Du président légitime à tous les mouvements d'opposition. Donc la chance nous paraît bonne. Vous revenez de Moscou, avez-vous l'impression que le déblocage des soviétiques est le premier geste de bonne volonté de la nouvelle équipe du Kremlin? Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Les soviétiques ont une politique continue, mûrement réfléchie. Ceci a été préparé longtemps à l'avance. Je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure que dès le mois de janvier, avec M. Gromyko, nous étions allés très loin dans la discussion. Pensez-vous que les Occidentaux, et notamment les Américains, accepteront les conditions des soviétiques, qui sont plutôt draconiennes? J'aime pas le mot de condition. Il y a dans ce que disent les soviétiques des éléments qui sont de bon sens. Par exemple, il ne vaut même pas mettre un contingent américain et un contingent soviétique. Donc pas les membres permanents du Conseil de sécurité. Ça fait partie de notre propre position. Par exemple, le fait que si la force internationale vient, alors il n'y a plus besoin de la force multinationale. Elle doit partir. Pour le reste, cela fait partie du début d'une négociation. Mais vous êtes prêt à signer un papier, comme le demandent les soviétiques, un contrat, un accord, selon lequel les Occidentaux n'interviendront plus au Liban? Ne mélangeons pas tout. Nous essayons de traiter un problème militaire. Comment a-t-on une force sur place à Beyrouth? Les problèmes politiques, on en parle ailleurs. Donc de bonnes chances de voir les casques bleus dans quelque temps à Beyrouth et le retrait des troupes françaises? Inch'Allah, comme on dirait là-bas. Une réaction plutôt sévère de Michel Joubert à propos de l'engagement français au Liban et au Tchad. Nous avons fait dans ces deux pays une bêtise considérable, estime l'ancien ministre, qui considère que nous avons envoyé au Liban des troupes pour une mission que nous ne sommes pas encore arrivés à définir. Cette situation au Liban et ses développements diplomatiques sont suivis de très près par le gouvernement de Jérusalem. Les Israéliens redoutent en effet un effondrement du régime du président Gemayel. Et hier soir, l'ancien chef d'état-major, le général Eitan, estimait que Jérusalem n'avait plus d'autre choix que de se maintenir au sud Liban. Ce qu'Israël craint par-dessus tout, c'est la dénonciation par le président libanais de l'accord du 17 mai, un accord qui lie Jérusalem et Beyrouth pour les problèmes de sécurité. Ce pourrait être l'une des décisions historiques qu'évoquait le président libanais. Gérard Sebag nous rappelle les grandes lignes de cet accord avant de faire le point sur les réactions en Israël avec nos correspondants. Netanya, 17 mai 1983. Les représentants d'Israël, du Liban et des États-Unis signent ce fameux accord portant sur l'évacuation des forces étrangères du Liban. Ce texte met fin officiellement à la guerre entre Jérusalem et Beyrouth. L'accord prévoit d'étroites consultations entre Israël et les États-Unis, des fournitures de matériel militaire à Israël et un certain nombre d'arrangements de sécurité au sud Liban entre Israël et les milices du commandant Haddad en particulier. En fait, le président Assad de Syrie rejettera cet accord. Conséquence, sans l'aval de Damas, il ne sera jamais vraiment appliqué, même si pour Israël, il a toujours constitué une base importante pour un règlement du conflit dans la région. Du point de vue d'Israël, l'annulation de l'accord conclu avec le Liban serait une double catastrophe. Cela constituerait un précédent dangereux dans les relations d'Israël avec le monde arabe. Cela voudrait dire, estime le cabinet Shamir, que les ennemis d'Israël ont littéralement un droit de veto sur les liens que noue l'État juif avec ses voisins. Et puis sur le terrain, les derniers espoirs d'aboutir à la mise en place d'arrangements de sécurité au sud Liban sont en train de s'évanouir en fumée. Jérusalem espérait, dans le cadre de l'accord du 17 mai, voir installer à sa frontière nord la 4e brigade de l'armée libanaise. Or, les fugitifs de cette brigade sont en train de débarquer au sud Liban avec armes et bagages, non pour y maintenir l'ordre, mais bien pour s'y réfugier. Alors, dans l'état actuel des choses, il ne reste plus à Israël comme interlocuteur dans cette région que des milices et des clans locaux. Cela va certainement retarder encore le retrait définitif du Liban, un retrait que l'opinion israélienne espérait proche. La situation au Liban, ce sera le thème du débat dans notre dernier journal. Deux invités, Jacques Coubard de l'Humanité et Philippe Marcovici du Quotidien de Paris.
Et puis, je l'ai appris il y a quelques minutes, un général américain a été grièvement blessé à Rome. 3 hommes ont tiré sur lui alors qu'il sortait des bureaux de l'OTAN. Tout de suite, les premiers détails avec Victor Vraman au téléphone. Le général américain s'appelle Leonard Hunt. Il a une fonction importante parmi les observateurs d'une force multinationale qui se trouve encore dans le Sinaï. Donc, il pourrait y avoir un rapport avec le Proche-Orient. 3 hommes ont tiré sur le général américain ce soir alors qu'il sortait d'un bureau de l'OTAN qui se trouve dans la banlieue de Rome. Le général américain est grièvement blessé à la tête. Actuellement, il est dans le coma dans un hôpital romain. L'attentat, le premier de ce genre à Rome, n'a pas encore été revendiqué. La seule indication, ce serait donc que le général s'occupait du Proche-Orient. Oui, j'apprends à l'instant que cet attentat vient donc d'être revendiqué par le Parti communiste combattant. C'est une organisation d'extrême gauche assez peu connue en Italie. L'étranger toujours, mais il s'agit de l'Union soviétique maintenant, avec 2 mises à la retraite pour des ministres soviétiques. Ce sont les responsables de la construction et celui de la justice qui quittent ainsi le gouvernement. Et puis en Afrique, une rencontre tripartite doit avoir lieu demain entre l'Afrique du Sud, les États-Unis et l'Angola pour discuter de la fin des combats dans la région frontalière de la Namibie. François Mitterrand était aujourd'hui à Bruxelles. Le chef de l'État poursuivait sa tournée des capitales européennes. Une petite phrase de M. Mitterrand à l'issue de sa rencontre avec le Premier ministre belge. Le président français a déclaré qu'il avait le sentiment d'avoir avancé, mais pas suffisamment pour être optimiste. Il évoquait le Conseil européen qui doit se tenir les 19 et 20 mars prochains. Les policiers français ont marqué des points dans la lutte contre la drogue puisqu'ils ont saisi l'année passée pour une valeur de 7 milliards de francs. C'est ce qu'a annoncé ce matin le secrétaire d'État à la sécurité publique, M. Franceschi, qui faisait une communication au Conseil des ministres. Des révélations qui interviennent au lendemain d'une vaste opération de police menée contre un squat du 12e arrondissement à Paris. Plus de 600 personnes ont été interpellées. Bruno Ledreff. Hier après-midi, un millier de policiers vidaient le squat de l'îlot de Chalon, près de la gare de Lyon à Paris. Ils interpellaient 600 personnes dans ce haut lieu du trafic de drogue et trouvaient plus d'1 kilo d'héroïne. Tous les jours, partout en France, de petites brigades spécialisées comme celle-ci opèrent en flagrant délit. Un même but, la drogue. En 1983, la lutte dans ce domaine s'est intensifiée. La police a saisi 168 kilos d'héroïne, 70% d'augmentation par rapport à l'année précédente. 229 kilos de cocaïne, 3 fois plus qu'en 1982. 12 tonnes et demie de cannabis et 11 tonnes de résine. Et pourtant, aujourd'hui, on trouve encore facilement de la drogue. Franchement, c'est très très facile à trouver. C'est à la portée de tout le monde. Ouais, c'est facile à trouver. Il y en a partout. Il y en a partout. Quand je vois par exemple, il y a 3 ans, ça va en empirant. Alors la police intervient partout. En 1983, elle a saisi pour l'équivalent de 7 milliards de francs de drogue à la revente. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a pris de nouvelles mesures. Création d'un groupe spécialisé à la police judiciaire, meilleure formation des policiers pour la détection du trafic, développement de la coopération avec les pays les plus concernés, en Extrême-Orient, en Amérique latine et en Afrique du Nord. Si bien sûr, l'action principale consiste à tarir l'approvisionnement, à lutter pour empêcher l'approvisionnement, il faut aussi mener une action à la fois contre les délinquances, sur les consommateurs, sur les petits dealers, et mener aussi une action, il faut aussi que l'ensemble du pays mène une action préventive. La police et la justice sont là pour réprimer le trafic de drogue. Le rôle des médecins et des travailleurs sociaux, la prévention et la prise en charge des drogués et de leurs familles. Il faudrait qu'il y ait une meilleure communication de la famille, un meilleur dialogue, plus de chaleur humaine, plus de tolérance. Il faudrait surtout que les adultes soient capables de donner une image d'identification plus fiable pour les enfants, que le modèle des adultes, enfin qu'ils puissent croire en quelque chose dans une vie d'adulte et qu'ils aient envie de devenir adultes et que le monde de demain leur convienne. Aujourd'hui, le trafic et la consommation de drogue sont des phénomènes planétaires. La France est concernée par ce problème, mais pas encore submergée, comme c'est le cas pour les États-Unis ou la République fédérale d'Allemagne. Mais il faut maintenant qu'elle se donne les moyens politiques et financiers pour endiguer ce fléau.
Épilogue dans l'affaire des bateaux grumiers de Delmas-Vieljeux. L'armateur français avait commandé 4 nouveaux bateaux au chantier naval yougoslave, suscitant ainsi la colère des syndicats français. On avait alors dit qu'il n'obtiendrait pas de licence d'importation pour ces navires. Le gouvernement a coupé ce soir la poire en deux en autorisant l'importation de 2 de ces navires. Le rappel de l'affaire et les réactions de l'armateur avec Yoba Grégoire. Première étape, l'armateur Delmas-Vieljeux lance un appel d'offres international pour la construction de 4 grumiers, des bateaux spécialisés dans le transport de bois. Deuxième étape, 2 chantiers répondent, l'un en Yougoslavie à 135 millions de francs le bateau, l'autre à Saint-Nazaire mais beaucoup plus cher. En fait, pour que les grumiers français soient compétitifs, l'État devrait payer plus de la moitié du prix des bateaux. Troisième étape, le gouvernement hésite et finalement Delmas-Vieljeux signe avec les Yougoslaves pour 4 bateaux. Quatrième étape, le gouvernement refuse à Vieljeux sa licence d'importation et il exige que 2 bateaux au moins soient construits en France. Cinquième étape, Delmas-Vieljeux accepte à 2 conditions, que les navires français lui coûtent sensiblement le même prix qu'en Yougoslavie et qu'il obtienne rapidement la licence d'importation pour les 2 autres. C'est ce qu'il a obtenu ce soir. Je me suis engagé simplement, en échange de l'autorisation que j'ai eue de commander 2 navires en Yougoslavie, à commander d'ici fin février 2 navires dans un chantier français qui sont identiques à ceux de commande Yougoslavie, et que je suis engagé à payer entre 10 et 12% de plus que le prix yougoslave. C'est-à-dire à quel prix? Le prix yougoslave est de 135 millions, ça fera aux environs de 150 millions. Les chantiers de l'Atlantique, vous avez fait une proposition. La première proposition à 250 millions plus 150 millions de subventions d'aide publique. Alors qui va payer la différence? C'est-à-dire que je crois que le prix de revient des chantiers français est de l'ordre de 400 millions. S'ils nous vendent un navire à 150 millions, il va falloir manifestement que l'État fasse un effort qui est très important, ce qui explique d'ailleurs que cet effort était impossible pour 4 navires, il l'est probablement pour 2. Après Talbot et Citroën, c'est maintenant Renault qui s'apprête à prendre des décisions pour faire face à la crise. Cet après-midi, le PDG de la régie Renault rencontrait Pierre Mauroy pour en parler avec lui. La réduction des effectifs est à l'ordre du jour et l'on parle de 10 à 14 000 suppressions d'emplois. C'est du moins le chiffre avancé par la section du Parti socialiste de Renault. Le président de la régie recevra dans les semaines qui viennent les responsables syndicaux de la métallurgie pour en discuter avec eux. Alors, quels sont les problèmes de Renault? Les explications d'Alain Doubeski. Nous n'avons pas parlé de licenciement, mais de l'emploi et de son évolution dans les années à venir, déclarait M. Bernard Hanon, président de la régie Renault, à l'issue de son entretien avec M. Mauroy. L'évolution de l'emploi chez Renault, comme chez les autres constructeurs, passe par les nouvelles techniques de fabrication. Exemple. Il faut 34 heures pour construire une Renault 25. Il en fallait 40 pour construire R20 et R30. Les nouvelles installations de l'usine Renault de Sandouville ont permis ces gains de productivité. Beaucoup plus que les robots, c'est la conception, le montage plus simple des véhicules qui permet d'abaisser les délais de fabrication. Sur les 6 heures gagnées lors de la construction de la R25, 2 seulement sont dues à la robotisation, 4 à la conception du véhicule. Moins de temps égale moins de personnel, bien sûr, mais dans une première étape seulement. Car dans une deuxième, et c'est le but recherché, la productivité limitant les prix de revient, les ventes doivent augmenter, avec elle bien sûr fabrication, donc réembauche. Renault souhaite que cette première étape, diminution des effectifs, se fasse de façon douce et progressive. 3000 emplois ont déjà été supprimés en 1983, sans crise, départ en retraite ou départ volontaire de personnel qui n'a pas été remplacé. La régie Renault emploie 103 000 personnes dans le seul secteur automobile. La direction dit qu'il y a sureffectif, mais ne le chiffre pas. Selon la section du Parti socialiste de Boulogne-Billancourt, donc, il serait 10 000 de trop pour fabriquer ces voitures, voire 20 000, avance à son tour la fédération CFTC. Peu de choses en politique ce soir, à noter quand même une réflexion de M. Giscard d'Estaing dans Magazine Hebdo. Pour l'ancien chef de l'État, l'après-socialisme, c'est dans 2 ans et il est urgent de s'y préparer. Des incidents la nuit dernière dans le Languedoc-Roussillon. Des barrages ont été établis par les viticulteurs sur l'autoroute la Languedocienne. 3 attentats ont par ailleurs été commis contre des appareils de signalisation et d'aiguillage de trains près de Narbonne et de Béziers. Et puis cet après-midi, plusieurs milliers de viticulteurs manifestaient dans la ville de Narbonne.
Les cendres des 2 militants basques espagnols assassinés mercredi dernier à Hendaye, en France, ces cendres seront transférées demain en Espagne. L'émotion demeure toujours très vive dans la communauté basque espagnole, réfugiée en France, et l'on craint de nouveaux attentats du GAL, le groupe antiterroriste de libération, qui a revendiqué la plupart des dernières opérations. Jérôme Bonny. C'est devant quelques 700 Basques d'Espagne et de France que la femme de Peruena et la mère de Gourmindo brandissaient hier les cendres des 2 réfugiés basques tués il y a tout juste une semaine. Le fils de Peruena a lui-même pris la parole pour dire adieu à son père. Les urnes seront rapatriées chez eux demain au Pays basque espagnol. À quelques kilomètres de là se poursuit dans l'église d'Arbonne une grève de la faim que les médecins considèrent comme très préoccupante. Depuis 27 jours, 40 réfugiés du Pays basque espagnol ne se nourrissent plus que d'eau. Leur revendication, obtenir le statut de réfugié politique pour les quelques 1000 Basques venus d'Espagne. Ce jeûne prolongé peut avoir des conséquences graves et irréversibles sur leur santé, puisque le cap des 30 jours sans nourriture est considéré comme un cap critique. La tension de ces sympathisants de l'ETA est déjà très basse. Ils ont tous perdu entre 15 et 20 kilos et 4 d'entre eux ont dû être hospitalisés à Bayonne. Madame la Première Présidente, c'est ainsi que les magistrats s'adresseront dorénavant au chef de la plus haute juridiction française, c'est-à-dire la Cour de cassation. Elle s'appelle Simone Rosès et elle a été installée aujourd'hui. C'est la première fois qu'une femme préside cette assemblée. La voici présentée par Paul Lefebvre. 14h30, aujourd'hui, la Cour de cassation. Votre destin, madame, est d'être toujours première, va lui dire le président doyen de la Cour, devant le pouvoir politique dont elle est indépendante. Pour la première fois depuis sa création, la Cour suprême est présidée par une femme, madame Simone Rosès, choisie par ses pairs pour être leur symbole. Après l'éducation surveillée, le tribunal de Paris et la Cour européenne de justice, elle reçoit aujourd'hui la charge de la plus haute magistrature de France. Je forme le vœu que vous puissiez réussir à assurer la permanence de la vocation de la Cour de cassation en perpétuant dans la nouveauté son héritage. Voulez-vous vous lever, madame? La Cour vous invite, madame le Premier Président, à occuper le fauteuil qui vous est réservé. L'audience, je vous demanderai très gentiment de vouloir bien vous retirer. S'il vous plaît, je voudrais que vous vous retiriez. Monsieur le Premier ministre, vous avez accepté l'invitation de la Cour de cassation? Avez-vous fait une carrière, madame? Ben, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire, c'était encore une fois pas du tout mon propos. Toute carrière a besoin de chance. Madame, est-il facile de laisser la politique hors de la Cour de cassation? Oh, pour moi, oui. Ça ne me pose pas de problème, je l'ai toujours laissé à la porte du prétoire. Toujours. Madame, lorsqu'un de vos petits-enfants vous demande « Grand-mère, qu'est-ce que tu fais ?» Vous répondez quoi? Eh bien, je leur dis « Je suis juge », tout simplement. La navette Challenger jouera peut-être bientôt les pompiers de l'espace, une façon comme une autre de se rattraper après son double échec. Vous vous souvenez certainement que 2 satellites ont été égarés dans l'espace au cours de la dernière mission de la navette. Eh bien, on envisage maintenant d'envoyer cette même navette pour les récupérer. Les explications de Philippe Dumez. La navette spatiale américaine a en effet été conçue pour pouvoir aussi récupérer certains satellites dans l'espace, soit pour les étudier s'il s'agit de satellites espions et les neutraliser, soit pour réparer ses propres engins et augmenter leur durée de vie. Théoriquement, la navette pourrait donc s'approcher des 2 satellites de télécommunication qui ne sont pas au bon endroit dans l'espace, mais sont en bon état pour fonctionner si la navette permet de les réparer et de les renvoyer à 36 000 km. Il n'est pour l'instant pas prouvé que l'on pourra amener ces satellites à portée de la navette. Ensuite, c'est une opération qui demande un matériel un peu plus compliqué que sur Terre. On n'attrape pas un satellite dans l'espace comme une vache au lasso. Là-haut, c'est le vide, il n'y a pas de point d'appui ni même de référence au sol ou au ciel.
Il aurait fallu le prévoir avant le lancement, comme pour un satellite scientifique chargé d'étudier le Soleil et qui sera justement bientôt dépanné dans l'espace. Même si les Américains savent faire marcher un homme dans le cosmos, il n'est pas sûr de pouvoir réaliser un exploit avec une manipulation totalement imprévisible. Les 2 satellites ont déjà coûté plus d'1 milliard de francs. Leur remise en ordre de marche sera au moins du double, alors cette opération de réparation spatiale n'est pas forcément rentable. La neige est revenue à Sarajevo et du même coup les skieurs ont repris le chemin du vestiaire. La descente d'âme a donc été reportée une nouvelle fois à demain 10h, c'est-à-dire tout juste 2 heures avant le départ de la descente homme. Une descente dans laquelle on remarquera une présence insolite, ou en tout cas inhabituelle dans ce genre de compétition, celle d'un Sénégalais. On se demande d'ailleurs comment il peut bien s'entraîner, en tout cas dans son pays. Gérard Rolls l'a rencontré, mais sur la neige. Lamine Gueye, 23 ans aujourd'hui, et né à Dakar, Sénégal, et skieur de la Fédération du Sénégal, le seul. À l'âge de 9 ans, j'étais en pension en Suisse, à Villars-sur-Olon. J'ai passé 1 an et là j'ai découvert la neige et les sports d'hiver. J'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai voulu recommencer, en faire. Et il y a 4 ans, je me suis décidé à faire quelque chose. Et comme il n'y avait pas de Sénégalais qui couraient, il n'y avait pas de fédération sénégalaise de ski, j'ai dit il faut faire quelque chose de ce côté-là et j'ai créé la fédération de toutes pièces. Je crois que les gens sont étonnés de voir un noir sur les pistes. Quand je skie pour moi en ski libre, et que je skie un peu mieux que la moyenne normale, par rapport au courant je suis pas bon, mais par rapport aux touristes je suis un peu meilleur, les gens sont un peu étonnés de voir une personne de couleur skier assez bien. Ça les choque un petit peu. Il y a moins de racisme en montagne? Je sais pas qu'il y a moins de racisme, c'est que peut-être la vie est plus décontractée, plus sympa. C'est surtout ça à mon avis, c'est moins stressant, donc le racisme a moins d'impact. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, même des bons comme ça ont des problèmes, alors moi je me fais des soucis comme on dit pour demain. Alors qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque du ski, il vous manque de la technique, il vous manque du physique? Il me manque 12 ans de ski. 12 ou 15 ans de ski par rapport à eux, qui en ont tous une vingtaine, moi j'en ai 4. Il me manque un entraîneur et toute l'infrastructure d'une équipe, et il faut surtout s'entraîner. Alors justement, quand on les voit descendre, on a l'impression qu'on a affaire à des professionnels et que vous êtes vous un amateur. Ça n'a aucune commune mesure, je veux dire, ils sont sur les skis pendant 10 mois par an. Moi, aujourd'hui, j'ai 15 jours de ski depuis janvier dernier. Ça n'a aucune commune mesure. Vous faites ça pour vous, le ski, ou vous faites ça pour le Sénégal, parce que vous représentez le Sénégal? Je pense pas qu'on puisse dissocier les deux. Je fais le ski parce que j'adore skier et faire de la descente. Et je suis très fier qu'il y ait un Sénégalais aux Jeux Olympiques d'hiver. Une petite leçon de modestie. Il y a un quartet demain à Vincennes, dans le prix de Lude, attelé. Il y a 19 partants. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Le 19, le 9... le 11, le 6, le 16, le 15, le 7 et le 12, il y a donc 19 partants. Vous prenez un vélo, un gamin et 9 voitures, et ça donne parfois des résultats surprenants, en tout cas très spectaculaires. C'est l'image de ce journal, Isabelle Béchelet. Les nouveaux cascadeurs sont de plus en plus jeunes. Davy Victor, lui, n'a que 14 ans et son vélo-cross va lui servir à réaliser un bel exploit. Il va sauter par-dessus toutes ces voitures, 8 d'abord et 9 ensuite. Les États-Unis nous ont habitués à ces spectacles de cascades passablement absurdes, mais là, rien de tel. Nous sommes en Afrique du Sud et si Davy fait ce geste fou, ce n'est pas par esprit de compétition. Mais c'est comme ça qu'il a décidé de gagner l'argent nécessaire pour sauver la vue de son petit frère, qui doit être opéré à l'étranger. La météo maintenant avec notre acrobate maison, Alain Gillot-Pétré. Ah oui, mais je ne ferai pas ça. Plus ça va, moins ça change. Rassurez-vous, d'ici la fin de la semaine, nous allons évoluer vers un peu plus d'humidité. Mais regardez, la photo satellite, c'est quasiment la même qu'hier, et pourtant je vous assure qu'elle a changé, avec ces petits nuages biscornus qu'on voit ici, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà donc l'anticyclone, toujours au nord-est du pays, qui n'apporte toujours de vent d'est. Vous notez quand même ces nuages-ci qui ont donné de la neige pour la première fois sur la côte d'Azur aujourd'hui, jusqu'au niveau de la mer, notamment à Toulon. Et vous noterez en passage la neige de Sarajevo. Regardez la carte pour demain, c'est à peu près la même que vous retrouverez après-demain. Des brouillards le matin de la Normandie au nord et à la Lorraine, localement givrons, attention si vous roulez dans ces régions-ci. Des nuages aussi des Alpes à la Corse, pouvant donner encore de la neige ou de la pluie. Ailleurs, c'est du beau temps persistant. -1 en Aquitaine pour la nuit, -10, -11 au centre, -3 sur le bassin parisien, -5 à -8 sur le nord-est. Prenez une petite laine si vous êtes dans ces régions-ci.
L'après-midi aussi d'ailleurs, de 2 à 8 degrés sur la moitié nord et de 0 au centre à 11 degrés sur la moitié sud. Température stationnaire, baromètre stationnaire, ce sera la même chose après-demain. Demain, jeudi 16 février, 4 minutes de soleil en plus, levé 7h58, couché 18h12 et je reprends mon sérieux pour vous parler de toutes les juliennes. Il est temps de refermer ce journal. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est ce soir à 23h25 en compagnie de Jacques Ségui. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et je vous retrouverai demain à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir.